Vous avez des formations présentielles qui tournent bien, mais vous vous demandez comment les passer en digital sans perdre en qualité, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Bonjour, c'est Paul de Perren et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment digitaliser une formation en 2026. Mais attention, l'idée ici, ce n'est pas de vous vendre du rêve en vous disant qu'il suffit de 3 clics et d'un peu d'IA pour transformer vos formations. L'objectif, c'est vraiment de vous donner une méthode claire, des conseils concrets et surtout de vous éviter les erreurs qu'on voit très souvent dans ce type de projet. Parce qu'en réalité, digitaliser une formation, ce n'est pas juste une question d'outils. C'est avant tout une question de méthode et de pédagogie. Et c'est souvent là que ça coince. Alors on voit ça tout de suite. Avant de parler de méthode, il faut qu'on s'accorde sur un point important. Digitaliser une formation, ce n'est pas la même chose que numériser. Et c'est souvent là que la confusion commence. Numériser, c'est prendre vos supports, vos PowerPoint, vos PDF et vos fiches et les mettre en ligne. Techniquement, c'est simplement une conversion. Vos contenus sont accessibles depuis un navigateur et c'est tout. Digitaliser une formation, c'est totalement différent. C'est repenser l'expérience d'apprentissage pour qu'elle fonctionne vraiment dans un format digital. Ça veut dire scénariser différemment, découper différemment et interagir différemment. Pour illustrer, imaginez que vous avez une formation présentielle de 2 heures. Si vous vous contentez de la filmer et de la mettre sur une plateforme, vous obtenez une vidéo de 2 heures que globalement personne ne regardera jusqu'au bout. Ça, c'est de la numérisation et malheureusement, c'est souvent ce qu'on retrouve sur le marché. Digitaliser cette même formation, ce serait plutôt identifier les objectifs pédagogiques, les découper en modules courts, intégrer des quiz pour ancrer les connaissances, ajouter une mise en situation et pourquoi pas prévoir un retour en classe virtuelle. Bref, repenser le parcours pour qu'il soit adapté au digital. Vous voyez la différence? Ce n'est pas du tout le même travail et ce n'est également pas du tout le même résultat pour l'apprenant. Avant de vous donner la méthode, je voudrais vous partager les 3 erreurs qu'on voit revenir systématiquement dans les projets de digitalisation. Si vous évitez déjà ces 3 pièges, vous avez fait la moitié du chemin. Premier piège, choisir l'outil avant de penser la pédagogie. C'est l'erreur numéro 1. Beaucoup de responsables formation veulent commencer leur projet en regardant des démos de LMS, en comparant des plateformes, en demandant des devis sur différents outils, alors qu'ils n'ont même pas encore défini ce qu'ils voulaient vraiment faire. Le problème avec cette démarche, c'est que vous allez ensuite vouloir faire rentrer votre pédagogie dans les contraintes de cet outil. Et c'est là que la frustration commence. Deuxième piège, vouloir tout digitaliser tout de suite. Là aussi, c'est un classique, l'enthousiasme du début pousse à lancer un méga projet qui couvre tout le catalogue. 6 mois plus tard, l'équipe est globalement essoufflée, les premiers modules sont déjà obsolètes et personne n'a eu le temps de mesurer ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas. La bonne approche, c'est plutôt de commencer par un projet pilote, sur une formation à fort enjeu par exemple. Vous testez, vous mesurez, vous apprenez, puis vous passez à l'échelle. Troisième piège, sous-estimer la conduite du changement. Et celui-là, c'est peut-être le plus silencieux. Vous pouvez avoir la meilleure formation digitale du monde, si personne ne s'y connecte, tout ce travail n'aura servi à rien. Les apprenants ne vont pas spontanément aller sur votre LMS, et ça pour beaucoup de raisons. Les formateurs internes peuvent voir le digital comme une menace, les managers peuvent ne pas avoir relayé l'information, etc., etc. Il faut donc prévoir un vrai plan de communication, identifier des référents et surtout un accompagnement humain sur la durée. Voilà pour les 3 pièges, maintenant qu'on les a en tête, on peut passer à la méthode. Alors là, je vais vous partager une méthode qu'on a construite chez Perren au fil des projets qu'on a accompagnés. On a formalisé cette étape dans notre article de blog, mais pour le format de cette vidéo, je vais vous la résumer en 5 incontournables. D'ailleurs, petite parenthèse, si à la fin de cette vidéo vous avez encore des doutes ou si vous souhaitez être accompagné sur votre projet de digitalisation, vous pouvez nous contacter directement chez Perren, vous trouverez les liens dans la description. La première étape donc, c'est tout d'abord de faire le diagnostic. Avant de produire quoi que ce soit, prenez le temps de poser les bases. Quels sont vos objectifs? Qui sont vos apprenants? Qu'est-ce qui fonctionne déjà dans les formations actuelles? Et surtout, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Cette phase est malheureusement assez souvent bâclée, alors qu'elle conditionne tout le reste. Par exemple, si vous vous rendez compte via votre audit initial que 40% des formations présentielles que vous faites actuellement est déjà maîtrisée par les apprenants avant même d'entrer en salle, il ne sera peut-être pas nécessaire de digitaliser cette partie et ainsi se concentrer sur le reste. Résultat, temps de formation réduit et satisfaction en hausse. L'étape 2, c'est l'architecture pédagogique. Une fois que vous avez vos objectifs et votre public, vous devez concevoir vos parcours. Et là, la règle d'or, c'est à tout module, un ou plusieurs objectifs pédagogiques. En effet, chaque contenu de formation doit être pensé pour un objectif et s'intégrer dans un ensemble cohérent de développement des connaissances.
C'est aussi à cette étape que vous allez choisir vos modalités. Est-ce que c'est du full e-learning? Est-ce que c'est du blended learning avec du présentiel, des classes virtuelles, du micro-learning, etc., etc. Le bon réflexe, c'est de partir de votre objectif, de votre public, et la modalité s'imposera généralement d'elle-même. Étape 3, le storyboard. Le storyboard, c'est le plan de montage de votre module. C'est un document qui décrit de manière macro ce que l'apprenant verra, entendra, fera et comment il sera évalué. Et c'est là qu'on tombe dans une erreur classique, copier-coller le contenu d'un diaporama présentiel dans un storyboard e-learning. Le résultat, un défilement passif de slides que personne ne terminera. Le passage au digital impose en effet de réécrire le contenu. Plus court, plus visuel, plus interactif, c'est un vrai travail d'ingénierie pédagogique. Et ça fait toute la différence entre un module qu'on regarde assez rapidement et un module qui transforme vraiment les pratiques. Étape 4, le choix des outils et la production. C'est seulement maintenant, une fois la pédagogie posée, que la question des outils devient pertinente. Vous allez choisir votre LMS pour héberger vos formations, si vous n'en avez pas déjà un, et votre outil auteur pour la conception. Côté outils auteurs, vous avez globalement 3 familles, les outils auteurs clés en main comme Articulate Rise, qui sont super faciles à prendre en main, mais un peu limités en termes de personnalisation. Les outils avancés comme Storyline ou Captivate, qui offrent beaucoup plus de liberté, mais demandent en contrepartie un temps de prise en main beaucoup plus important. Et enfin, les outils directement intégrés à votre LMS, qui permettent de tout faire directement dans votre LMS, mais qui sont généralement assez limités en termes d'interactivité. De manière générale, le bon outil, c'est celui que votre équipe va réellement utiliser. Un outil très puissant mais trop complexe sera toujours moins productif qu'un outil simple, bien maîtrisé. Étape 5, le déploiement et la mesure. Votre formation est prête, votre LMS est configuré, super, mais le travail n'est pas encore fini, loin de là. Il faut communiquer en amont, expliquer le pourquoi, nommer un référent qui va relancer les retardataires et surtout mesurer ce qui se passe. Taux de complétion, score au quiz, retour des apprenants, impact sur les pratiques. C'est grâce à ces données que vous allez pouvoir itérer et améliorer vos formations dans le temps. Parce qu'une formation digitale, ce n'est jamais un produit figé. C'est un produit vivant qui se bonifie avec les retours du terrain. Alors forcément, en 2026, on ne peut pas parler de digitalisation sans évoquer l'IA générative. Parce que oui, ça change beaucoup de choses dans la manière dont on produit les contenus. Concrètement, l'IA peut vous aider à scénariser plus vite, à générer des batteries de quiz, à produire des voix off, à créer des visuels ou encore à traduire vos modules dans plusieurs langues. Ce sont des gains de temps très réels et on les utilise au quotidien chez Peren. Mais attention, et c'est important, l'IA ne remplace pas le concepteur pédagogique. Elle va lui faire gagner du temps, mais le jugement pédagogique, la compréhension de l'apprenant, la scénarisation intelligente, ça reste du travail humain. Et je vous mets en garde contre les effets d'annonce. On voit beaucoup de gens qui se disent que grâce à NotebookLM ou ChatGPT, ils vont pouvoir produire une formation complète en quelques prompts et en quelques minutes. Alors oui, techniquement c'est possible, mais je vous laisse imaginer la réaction de vos apprenants face à ce type de contenu, sans vraie réflexion pédagogique et surtout sans un véritable objectif de les engager. Chez Peren, la règle est simple, l'IA c'est un copilote. Tout ce qui est généré par l'IA passe par une relecture humaine avant d'être livré. C'est comme ça qu'on garantit que la technologie sert la pédagogie et pas l'inverse. Dernière question, et c'est probablement la plus concrète quand on a plusieurs formations au catalogue, par laquelle on commence. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vouloir tout digitaliser d'un coup, c'est le meilleur moyen de se planter. Du coup, il faut faire des choix, et pour ça, je vous propose une grille très simple qu'on utilise régulièrement chez Peren. Vous allez regarder chacune de vos formations et vous poser 2 questions. Première question, est-ce que cette formation est récurrente? Autrement dit, est-ce que vous la rejouez souvent auprès de beaucoup de monde? Par exemple, un onboarding que vous faites à chaque nouvelle arrivée, une formation sécurité que tous vos collaborateurs doivent suivre, ou une formation produit que vous dispensez à chaque nouveau client. Plus une formation est récurrente, plus elle est rentable à digitaliser. Parce que le coût de production est fixe, mais une fois que c'est fait, vous la déployez à l'infini. Deuxième question, est-ce qu'elle contient beaucoup de théorie? Parce que la théorie, ça se digitalise assez bien. Les concepts, les définitions, les process, les réglementations. Tout ça peut être expliqué par une vidéo, un quiz, une infographie interactive par exemple. En revanche, tout ce qui touche à la pratique, aux jeux de rôle, aux mises en situation complexes, ça reste souvent plus efficace en présentiel ou en blended learning. Donc si vous croisez ces 2 critères, vous obtenez 4 cas de figure. Une formation récurrente et très théorique, c'est le candidat parfait pour le digital. Commencez par là. C'est typiquement votre onboarding, vos formations conformité, vos rappels réglementaires, de manière générale, gros volume, fort retour sur investissement, risque faible. Une formation récurrente mais très pratique, comme une formation commerciale ou une formation au management,
C'est un bon candidat pour le blended learning. Vous digitalisez la partie théorique et vous gardez le présentiel pour la pratique. Une formation peu récurrente mais très théorique, c'est intéressant à digitaliser, mais ce n'est pas forcément votre priorité. Gardez ça pour une deuxième vague par exemple. Et enfin, une formation peu récurrente et très pratique, laissez-la en présentiel, le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Avec cette grille toute simple, vous avez déjà une feuille de route claire pour votre projet de digitalisation. Et vous évitez ainsi le piège de vouloir traiter tout en même temps. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si je devais retenir 3 choses, ce serait celle-ci. 1. Digitaliser, c'est d'abord un projet pédagogique, pas un projet technique. L'outil vient toujours après la réflexion. 2. Commencez petit sur les formations à fort volume et forte théorie. Mesurez et passez à l'échelle progressivement. Et 3. L'IA est une alliée précieuse, mais elle ne remplace pas le travail humain sur la pédagogie. Si vous voulez creuser le sujet plus en détail, on a publié un petit guide complet sur notre blog qui reprend tout ça avec notre méthode en 7 étapes. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et si vous avez un projet de digitalisation en tête, même flou, n'hésitez pas à nous contacter directement chez Peren. On prendra 30 minutes avec vous pour comprendre vos besoins, vos projets et vous orienter au mieux. C'est gratuit et sans engagement, donc n'hésitez pas, encore une fois, nos liens sont en description. Si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo formation. Ciao!